Bonjour à tous. Merci d'être présents aujourd'hui lors de cette conférence. On va pouvoir commencer très rapidement ce tour de table autour du sujet effectivement des... Est-ce que vous m'entendez bien? Je vois rapidement 2-3 têtes, mais pas vraiment tout le monde. Vous m'entendez? Ah, c'est mieux. Merci. Donc effectivement, l'objectif aujourd'hui, c'est d'avoir une petite discussion tous ensemble pour échanger autour des emballages réutilisables dans le domaine notamment du transport et du potentiel de la réutilisation en général. Pour faire ceci, on a trouvé intéressant de convenir et de faire venir différentes personnes autour de moi. Je vais vous laisser vous présenter les unes après les autres. Oui, bonjour. Moi, je m'appelle Chou. J'ai cofondé Pandobac. On est un opérateur de réemploi sur des emballages spécifiques du coup de transport de marchandises, donc uniquement en B2B. On a des caisses, des sortes de grosses caisses de transport qu'on fournit à des fournisseurs donc alimentaires, de la restauration, de la distribution, de tous les secteurs en tout cas de distribution alimentaire. Et ensuite, on s'occupe de les récupérer, de les laver et de les suivre avec une application qu'on a développée nous-mêmes pour assurer vraiment les réutilisations de cet emballage. Donc notre emballage arrive vraiment chez un restaurant, dans une cuisine centrale, dans un supermarché. Et c'est à partir de là où on va pouvoir ensuite les récupérer et refaire des cycles. Donc on est sur des emballages qui sont plutôt, on va dire, cachés pour la plupart des personnes, mais qui représentent vraiment un vivier énorme en fait, de déchets aujourd'hui sur l'approvisionnement vraiment de ces commerces. Donc normalement, il y avait des photos, je vous avais préparé des photos avec des bacs à nous, avec plein de produits dedans, mais bon, ça ne marche pas. En tout cas, vous pourrez venir nous voir, on a un stand à l'EG juste à côté, voilà, si vous voulez voir les caisses et visualiser un peu mieux ce qu'on fait. Merci beaucoup, Chou, pour cette présentation. J'ai cru voir dans l'Assemblée qu'effectivement, initialement, la conférence devait être en anglais. Is there any English speaker there? Can you raise the hand? Only one? Okay, we'll continue in French. I'm sorry that. Merci beaucoup encore, Chou. Magali? Alors, mon nom, c'est Jeannette Morin. Je suis la fondatrice de Recircle. Je suis là pour David Esteban, qui ne pouvait pas venir aujourd'hui. Nous avons créé un réseau de plus que 2000 restaurants avec de la nourriture à l'emporter qui offre nos contenants réutilisables pour éviter le jetable. On a commencé en 2016 et puis on a croît un peu d'abord en Suisse et puis maintenant on commence en France, en Allemagne, en Belgique. On a déjà plusieurs points de vente. Donc nous sommes un système B2B2C. Bonjour, moi c'est Magali Peralba, je travaille pour la société Corplex. Alors Corplex, c'est un fabricant d'emballages plastiques réutilisables. On a vu juste avant le PPWR qui pousse pour ce réutilisable. Et bien là, nous on est là pour vous apporter des solutions pour pouvoir y répondre. Donc vous avez ce type d'emballage, vous voyez c'est du plastique alvéolaire, c'est-à-dire ça va lier la légèreté du plastique mais ça aussi sa dureté. Donc grâce à ça on va pouvoir faire des boîtes de tout format, des conteneurs, vous pouvez venir voir, on a un stand, on a une grande variété de produits qu'on fait. Et moi dans cette société je travaille en innovation parce que le packaging c'est aussi ça, c'est aussi l'innovation, c'est du développement pour répondre à des besoins concrets des clients. Et on est là pour y répondre, on est là pour analyser comment nos clients travaillent et pour pouvoir apporter vraiment une solution à leurs besoins. Et notamment en innovation, on travaille beaucoup tout ce qui est empreinte carbone, parce que quand on parle d'emballage réutilisable, c'est pour apporter quelque chose de bien pour l'environnement, c'est pas seulement pour se différencier. Et donc c'est important de comprendre vraiment tout ce qu'il y a autour pour pouvoir répondre de façon honnête et juste aussi à l'environnement. Merci beaucoup Magali. Donc, on va commencer par quelques questions. Ce sont des questions ouvertes. Donc n'hésitez surtout pas à nous faire part un petit peu de ce que vous en pensez et éventuellement si vous avez des idées, des exemples en tête.
La première, parmi celles-ci, ça serait concrètement, quels seraient pour vous les avantages environnementaux à passer sur des emballages retournables? Je vais commencer à parler. Vis-à-vis des emballages, des avantages environnementaux, bien entendu, le premier, si vous utilisez des choses qui ne sont pas retournables, ça veut dire que vous fabriquez et vous jetez. Vous fabriquez et vous jetez ces emballages. Ça, c'est la société de surconsommation dans laquelle on est tombé ces dernières décennies. Et c'est quelque chose sur lequel on a envie de voir les choses différemment et d'arrêter de surconsommer. Donc déjà, la réutilisation permet d'arrêter de créer des déchets et des déchets. C'est la première chose. La deuxième chose, comme je l'ai commencé à le dire, c'est aussi en réfléchissant un peu plus loin, c'est pas que du déchet, c'est aussi de l'empreinte carbone, c'est aussi de l'impact sur l'environnement, donc empreinte carbone, consommation d'eau, tous les critères qu'on peut analyser dans une analyse de cycle de vie et réutiliser les emballages permettent de diminuer ces critères. Alors pas forcément dans tous les cas, il faut pas... Non, c'est pas le cas. Nous, on a fait une analyse de cycle de vie sur un de nos produits et puis maintenant, ça nous a appris, si on joue sur ce levier, on va pouvoir être bon, si on joue sur celui-là, on va pouvoir être bon. Et si on augmente trop la distance du réutilisable, non, là on n'est plus bon au bout d'un moment, bien entendu. Mais si on le fait bien, on va pouvoir vraiment diminuer cet impact sur l'environnement. Donc moi, c'est les deux premières choses que je verrai. Moi, juste un truc que je trouve vraiment super à l'emballage réutilisable, c'est à chaque fois qu'on réutilise un bol, on économise 100 grammes de CO2, 30 grammes de plastique, et ça, c'est vraiment chouette. Donc, chaque fois, c'est tac, ça ajoute, et ça fait une monstre montagne. À notre stand, on a un disque pour savoir combien de sacs de poubelle on peut économiser seulement en réutilisant un bol. Ça va très vite. Oui, juste pour rajouter, oula, j'ai l'impression de parler très fort. Nous, on a fait aussi une analyse de cycle de vie et pour le coup, les critères analysés, il y en a plein, il y en a une dizaine et c'est très complexe à comprendre pour des novices. Donc, pour le coup, nous, on simplifie un peu les analyses de cycle de vie en prenant des critères que la plupart des gens entendent et comprennent. Donc forcément le CO2, t'en as parlé. Il y a beaucoup l'eau qui revient aussi sur le réemploi. Il y a beaucoup de gens qui nous disent mais en fait vous lavez, du coup vous utilisez plus d'eau. L'eau c'est un problème de plus en plus, il y a de la sécheresse, etc. Et en fait, clairement l'eau, on arrive vraiment à utiliser beaucoup moins d'eau sur du réemploi d'emballage. Parce qu'on oublie souvent que pour fabriquer, par exemple, un emballage carton, il faut à peu près 100 litres d'eau. Donc, en fait, chaque fois que vous utilisez un carton, c'est 100 litres d'eau qui partent. Donc, pour le coup, nous, dans l'analyse de cycle de vie, on était à peu près, je fais des ordres de grandeur, où on divisait par 3 les émissions CO2 et la consommation d'eau entre nos caisses réutilisables, du coup, et des emballages à usage unique. Donc ça, c'est un peu ce qu'on communique, mais en fait, il y a énormément d'autres critères qui sont pris en compte et où le réemploi aussi permet d'être positif. Je rebondis sur ce que tu dis, c'est super intéressant vis-à-vis du nettoyage. Parce que les analyses de cycle de vie, on voit tout et son contraire. Je ne sais pas si vous avez regardé un peu ça. Moi, j'avais vu une analyse de cycle de vie qui montrait qu'un produit réutilisé était moins bon. Donc, j'ai creusé un peu qu'est-ce qui faisait qu'il était moins bon pour l'empreinte carbone. Et en fait, ils avaient choisi un mode de nettoyage qui mettait une empreinte carbone incroyable. Et oui, dans ces cas-là, bien entendu, c'était pas bon. En fait, bien entendu, il faut réfléchir. Quand on prend un choix de nettoyage, il faut réfléchir à ce que l'empreinte carbone ne soit pas extraordinaire, sinon ça n'a plus de sens. Mais de nos jours, j'ai discuté avec plusieurs personnes ici. Les entreprises de nettoyage, elles ont aussi cette réflexion au niveau de nouvelles machines, au niveau de nouvelles technologies pour diminuer cette empreinte qui aura un impact, bien entendu, mais qui peut être diminuée afin que le réutilisable soit toujours meilleur. Et donc, avec ce genre de réflexion, on y arrive à avoir des choses bonnes. Donc, merci. Nous, on a fait aussi une analyse de différentes sortes de lavage. Pour nous, souvent, les gens, ils lavent à la main. Donc, ils prennent trop de savon et puis trop d'eau chaude. Donc, c'est moins bien.
mais c'est toujours mieux que ce qui est utilisé pour un jetable, parce que c'est la production qui est le pire, pas le lavage ou le recyclage ou quelque chose. Alors, justement, la question qu'on peut se poser derrière, c'est est-ce que vous avez en tête, alors sans divulguer peut-être des informations confidentielles, mais est-ce que vous auriez en tête peut-être des entreprises ou des partenaires avec qui vous avez réussi à constater justement une réduction de l'impact carbone et que vous pouvez partager avec nous? En tout cas, est-ce qu'il y a des choses que vous pouvez partager avec nous aujourd'hui à ce niveau-là? Alors, nous, toutes nos caisses sont tracées de manière unitaire. Donc, on sait en fait combien de cycles elles font, en combien de temps, combien de temps elles restent chez chacun, etc. Combien elles ont été lavées de fois. Donc, en fait, on a toutes ces données-là grâce à notre application de suivi, ce qui nous permet de mesurer pour nos clients l'impact en fait positif de la solution. Donc pour le coup, c'est nous qui lui fournissons ces données pour que il ait aussi en tête tout l'impact qu'il génère avec nous. On n'a pas de client, je pense, qui a fait une analyse par lui-même parce que ça reste quand même l'emballage une petite partie d'une activité au global. Il n'y a personne, enfin c'est pas leur activité principale de gérer un emballage, donc c'est vrai que je pense qu'il y en a très peu qui font des analyses. Après, il y a des secteurs où l'emballage de transport est vraiment déployé sur le réemploi, notamment l'automobile, où en fait aujourd'hui les pièces détachées sont très majoritairement transportées dans des emballages, des sortes de caisses réutilisables, comme les nôtres. Et eux, ça serait intéressant de savoir si effectivement ils ont fait une analyse d'impact ou pas. J'ai pas la réponse, mais en tout cas, eux, ils l'ont fait à la base pour des raisons économiques et pas écologiques. Mais aujourd'hui, avec effectivement tout le sujet qui revient un peu, qui est au centre de toutes les discussions, ce serait intéressant de savoir s'ils l'ont fait. Mais en tout cas, voilà, nous on fournit les données pour nos clients. Alors nous, on a aussi remarqué que c'est plutôt intéressant de faire des économies que de l'écologie. Donc à la fin, c'est toujours le porte-monnaie, pas seulement en Suisse. Et puis, ce qu'on a constaté, on a changé un grand campus à Lausanne. C'est un campus universitaire. Et puis, ils avaient moins 40% des déchets après avoir introduit le réutilisable. Mais ils ont fait radical. Il n'y a plus de jetables là. 40% moins de déchets, je trouve que c'est quand même un grand impact. Alors, moi, il y a un élément qui m'intéresse ici et qui m'interpelle un peu, peut-être vous aussi, c'est quelles peuvent être les barrières un petit peu à la mise en place de ce que vous avez pu constater. Quelles peuvent être les barrières à la mise en place d'emballages réutilisables? Parce qu'aujourd'hui, on parle de les mettre en place, on dit que c'est la solution à tout, mais si on ne le voit pas partout, quelle est la raison pour vous? Ou quelles sont les raisons? J'y vais. C'est quand même un changement. Enfin, l'usage unique est arrivé et c'était vraiment magique, quoi. Enfin, vraiment, on avait un emballage, on n'avait plus besoin de se préoccuper de ce qui devenait après. Clairement, on peut pas dire le contraire. C'est quand même pratique pour énormément de personnes, notamment ceux qui génèrent le déchet, donc les industriels, ceux qui sont vraiment ceux qui vont le générer en premier, les déchets. Forcément, eux, de leur demander de changer leur fonctionnement, n'importe quelle innovation dans n'importe quel secteur, ça demande quand même un changement et un effort. Là, on leur demande aussi un peu plus, parce qu'il y a un peu des changements de process, parfois des changements logistiques, parce qu'il faut penser au retour des contenants, il faut penser à la traçabilité des contenants, etc. Et après, forcément, il y a, on en parle, tout ce qui est économie. Donc, si c'est aussi cher ou un peu plus cher, là, clairement, c'est un gros frein. Et même si c'est un peu moins cher, forcément, le changement et l'effort qu'on met dedans fait réfléchir. Donc c'est vraiment pour moi le frein au changement qui est le plus complexe aujourd'hui, parce que les freins techniques en fait ils sont levés. Il n'y a pas en tout cas nous sur les emballages de transport, il n'y a pas vraiment de freins techniques et c'est vraiment tout cet effort mis dans un changement de process, parfois des changements de machines aussi dans les usines. Donc forcément on comprend que ça prenne du temps.
Nous, on essaie vraiment de démontrer à nos prospects, à nos clients, qu'il y a un retour sur investissement qui est vraiment positif, mais à court terme, en fait, un court moyen terme. Et c'est ça qu'on essaie de mettre en avant. Chez certains, ça marche, chez certains, ça ne suffit pas. Et ils préfèrent le confort actuel que de changer. Mais ça, c'est pareil pour toute innovation. Je pense qu'on ne peut pas convaincre tout le monde de changer. Oui, alors chez nous, c'est 3 choses. C'est la peur. Ça s'appelle FOMO, Fear of Messing Up. Donc, ils pensent que non, mes clients, ils ne vont pas accepter ça. Personne ne va prendre, ils vont rigoler, ils vont penser que c'est... Donc, c'est la peur. La deuxième, c'est l'habitude. On a l'habitude de jeter, alors pourquoi changer? Après, aussi la peur du consommateur final. Ah oui, après, il faut que je lave, il faut que je pense à ce truc. Il n'y a pas encore d'automate, donc c'est une espèce de laziness. Et le troisième, j'ai réfléchi le mot en français, ça s'appelle believe. Donc, on croit, la croyance, on croit que c'est compliqué. On croit que c'est du plastique, c'est pas bien. Mais je veux dire, le jetable, c'est du plastique aussi. Donc, c'est la croyance et la mauvaise réputation aussi. C'est les 3 freins que je vois des consommateurs, mais aussi des restaurateurs. Et ça, je crois qu'on peut résoudre avec une bonne communication, avec une communication ouverte et puis positive. Et puis parler vraiment que des solutions et puis pas des possibles contraintes. Oui, je vous rejoins tout à fait. Chez nos clients, c'est vraiment ce changement de logistique qui est important et qui est difficile à passer. Je dirais 2 choses. Les clients chez qui ça va le plus vite, c'est parce que leurs clients le demandent, parce qu'il y a quand même des personnes ou des sociétés qui recherchent que leurs fournisseurs mettent en place des choses bonnes pour l'environnement. Donc ça, c'est important. Et après, ce qui est important de notre côté, alors nous, en tant que société qui fabrique des emballages, c'est d'apporter des emballages, pas un emballage X, comme ça qu'on essaye de refourguer à tout le monde. C'est vraiment des emballages qui répondent à des besoins, encore une fois. Et après, de travailler avec des autres sociétés qui vont réussir à répondre aux problématiques de traçabilité, de logistique. Parce que oui, il y a le problème est plus complexe que seulement un emballage. Mais on est aussi plusieurs sociétés pour amener la solution complète et c'est ce qu'on met de plus en plus en place. Donc effectivement, ce n'est pas une seule raison, pas un seul facteur, c'est vraiment un ensemble de raisons. Finalement, ce terme, je l'aime bien, je l'entends assez souvent dans les allées ici, c'est un écosystème. Chacun et chacune d'entre nous doit en tout cas apprendre à l'appréhender, justement. Est-ce que, justement, vous pensez que des partenariats, on va dire le savoir-faire des uns peut aider les autres à justement rendre possible et en tout cas plus simple la mise en place d'emballages déjà réutilisables et la réutilisation de ce qui peut être fait? Est-ce qu'il y a des choses est-ce que pour vous la voie du partenariat est une possibilité, une nécessité? Pour moi, c'est une nécessité complètement. Chacun a ses expertises. C'est des domaines qui nécessitent une expertise, qui sont complexes. Et on ne va pas faire semblant d'être expert sur chaque partie. Donc c'est pour ça qu'on va réussir à impliquer des experts dans différentes compagnies pour répondre, encore une fois, à la globalité de la problématique et afin que le client ait une utilisation qui soit content du produit, mais aussi de sa façon d'utiliser. Oui, je suis un peu d'accord. Moi, je dis souvent chacun son métier. Et nous, clairement, on ne fabrique pas nos caisses. C'est pas notre métier. On les conçoit pas non plus. Mais on a l'expertise de savoir les gérer et d'optimiser en fait les cycles des contenants. On a effectivement l'expertise du suivi, de diminuer au maximum les pertes, parce que c'est ça un des grands enjeux du réemploi. On a effectivement une expertise de lavage, mais on s'adosse aussi à des partenaires qui font du lavage depuis plus longtemps que nous. Donc pour le coup, étant donné qu'il y a plein moi j'appelle ça des briques dans le réemploi, il y a le contenant, il y a le retour, le lavage, la traça, etc.
ces briques-là, il y a forcément des experts, plus ou moins experts en tout cas dans chaque domaine, et c'est important de collaborer. Hein. Nous, on a plein de partenaires justement sur les différentes briques. Je trouve aussi que c'est important de collaborer entre nous, par exemple tous les compétiteurs, pour qu'on sache un peu qui c'est qui fait quoi, qu'est-ce qui fonctionne, parce que le problème, il est énorme. Je crois que ce n'est pas une société tout seule qui peut résoudre ce problème. Donc nous, on peut apprendre de transport et vice-versa. Donc c'est ça que je trouve intéressant aussi. C'est intéressant d'être à ce salon et voir toutes ces solutions. Parler avec toutes ces solutions. Par rapport à ça, je rajouterais que quand on parle de collaboration, c'est aussi collaboration avec les clients. C'est aussi important que les clients soient une pièce clé du puzzle ou une brique de ce mur qu'on construit ensemble, qu'ils ouvrent les portes, qu'ils expliquent vraiment leur façon de travailler. Et encore une fois, pour répondre aux besoins, on a certains clients de peur, j'imagine, ont du mal à ouvrir et à expliquer un peu leur façon de travailler, mais à cause de ça, on a du mal à répondre réellement, et donc on peut vraiment tomber à côté. Donc c'est aussi un des points clés. Alors, un des éléments aussi qu'on n'a pas forcément abordé, on a survolé jusque-là, c'est quelle est un peu votre opinion, votre vision aussi sur la nécessité, en tout cas l'opportunité et l'importance que représente la gestion des produits en fin de vie. Comment est-ce que ça s'articule éventuellement dans vos business models? Comment est-ce que vous envisagez ça? Parce que l'intérêt de l'économie circulaire, parce que c'est de ça dont on parle, comment est-ce qu'elle s'incarne? Je vous laisse... J'avoue que fin de vie, ça me fait de suite réagir. Fin de vie, circularité. Ok, au niveau du réemploi, il y a une circularité vis-à-vis du réemploi. On a une boucle, mais la boucle pour moi est beaucoup plus grande. Si vous faites une fin de vie adaptée, un recyclage adapté, et donc une éco-conception au début de vie aussi bien faite, à la fin de vie, vous allez vraiment pouvoir recréer le même produit plusieurs fois. Vous n'avez pas à avoir de dégradation du produit. Vous allez pouvoir vraiment donner une seconde vie, pas sous une autre forme, mais sous la même forme. Et c'est vraiment ce qu'on appelle circularité. Garder la valeur du produit le plus longtemps possible à son niveau le plus haut. Et donc, c'est important quand vous... alors, je parle pour Corplex, mais je pense que c'est pour tous les fournisseurs que vous discutez vraiment de ça, que vous n'envoyez pas forcément les choses se faire recycler chez un recycleur X qui va le traiter sans forcément connaître la qualité qu'il y a derrière. Chez Corplex, on récupère nos produits et on leur donne vraiment une seconde vie. Encore une fois, quand je dis seconde vie, c'est la même vie en fait. Et c'est ça, pour moi, c'est un point clé qui n'apparaît pas sur l'empreinte carbone, mais qui est aussi important que l'empreinte carbone vis-à-vis du respect de la planète. Parce que quand vous recyclez de la bonne façon, ok, on a pris un moment du plastique de cette planète, ok, j'ai pris un peu de pétrole de cette planète, par contre, je l'ai pris, mais je l'utilise jusqu'au bout, et vraiment proprement. Et je ne vais pas en réutiliser comme ça, non, j'ai pris le minimum de cette planète et je l'utilise à fond. Donc c'est aussi un point très important pour moi, un recyclage adapté. Nous, dans le réemploi, globalement, la fin de vie, disons, on essaie de l'éloigner le plus possible, parce que l'idée, c'est de pouvoir réutiliser un maximum de fois le contenant avant, effectivement, de le recycler. Alors, bien sûr, tous nos contenants sont recyclables, c'est même pas un sujet, je pense, c'est évident quand on fait ce métier de penser les choses jusqu'au bout. Mais nous, voilà, tout notre travail et tout le travail de traçabilité aussi, c'est pour augmenter au maximum le nombre de réutilisations de nos caisses, pour dire, en fait, la caisse, elle a fonctionné, je sais pas, plusieurs centaines de fois. Ça, c'est notre moyenne d'utilisation. Et effectivement, à la fin, on les envoie au recyclage pour pouvoir faire d'autres caisses ou faire d'autres éléments. Mais voilà, nous, c'est pas le cœur, disons, de nos préoccupations, de se dire qu'est-ce qu'on en fait, parce qu'en fait, qu'est-ce qu'on en fait, c'est plusieurs années après, en fait. Il y a déjà plusieurs années de vie, et ensuite, on se dit, ok, il faut les recycler.
On est au salon du réemploi, pas du recyclage, c'est certain. Mais c'est vrai que malgré tout, il faut avoir ça en tête parce que le recyclage, ok, il faut y penser au début, à la conception, éco-conception. Par contre, il faut aussi y penser tout au long de la vie du produit. Si vous prenez un emballage plastique et vous allez mettre plein d'étiquettes papier dessus, la recyclabilité, elle aura été diminuer au possible le produit à la fin. Je ne dis pas que vous n'allez pas le recycler, par contre vous allez le dégrader fortement, alors que si vous prenez ça en compte lors de votre utilisation et que vous mettez une étiquette plastique sur un plastique, ben là c'est parfait. Donc vraiment, pour moi le recyclage, il faut quand même l'avoir en tête au début de la vie et tout au long de la vie pour avoir une fin de vie optimale. Alors oui, nous aussi, on a réfléchi quand on a développé les bols. Est-ce qu'on fait bon marché ou est-ce qu'on fait très cher et très bonne qualité? Et puis, c'est beaucoup plus facile de recycler du plastique de haute qualité qu'un plastique de basse qualité. C'est pour ça qu'on a aussi choisi ce modèle. Et puis oui, si on voit l'éco-bilan, c'est l'utilisation qui est le plus important. Et le recyclage, à la fin, c'est important, mais c'est un tout petit truc. Donc, si je résume un petit peu, de la qualité de la matière choisie à la conception en passant par l'utilisation, quand bien même il y a un coût, argument un petit peu naïf de ma part, mais pas tant que ça, à la fin, vu qu'on essaie de pousser au plus loin l'utilisation du produit, l'intérêt est quand même important d'un point de vue économique. Parce qu'aujourd'hui, si on achète un carton, mettons le carton, on l'utilise 7 fois. Là, vous disiez à peu près une centaine de fois, c'est ça ? Oui, plusieurs centaines. Plusieurs centaines. Ça veut dire que toutes les 7 boucles, vous êtes obligé de racheter un emballage que vous allez devoir reproduire, donc dépenser les ressources énergétiques et bien sûr consommer les ressources nécessaires pour le faire. Les acheminer, parce que c'est bien beau de les produire, il faudra aussi les acheminer au point où ils seront utilisés. Donc ça veut dire qu'à la fin, finalement, l'emballage réutilisable fait un réel intérêt économique sur le long terme. Est-ce que c'est quelque chose que les gens ont vraiment en cœur ou en tête dans les échanges que vous pouvez avoir avec justement les retours d'expérience que vous pouvez avoir? Est-ce que justement les gens sont conscients réellement de cet intérêt-là? Ce qui est d'un point de vue écologique, mais aussi d'un point de vue économique. Alors, les restaurateurs, ils sont conscients, mais ils préfèrent faire de l'argent que économiser de l'argent. Donc, s'ils ont beaucoup, oui, mais s'ils ont, je ne sais pas, 10, 20 take-away par jour, c'est quand même pas un argument. Là, c'est vraiment si le client le veut. Mais chez nous, ça va très vite, hein, parce qu'un emballage jetable, ça coûte 30 centimes. Donc, ils l'ont très vite amorti. Mais quand même, pour nous, c'est pas vraiment un argument. Nous, je pense qu'ils n'ont pas complètement conscience, ou en tout cas, on revient sur le truc de croyance, ils y croient pas forcément, alors qu'on leur fait leurs calculs, on met tout à plat, donc normalement, il n'y a pas de doute, ils savent combien ils payent, ils savent combien ils vont payer avec nous, mais même comme ça, il y en a qui n'y croient pas. Alors, dans ce cas-là, c'est un peu compliqué, mais on essaie vraiment de aussi les convaincre. C'est-à-dire qu'on ne peut pas vendre, pour moi, une solution de réemploi uniquement sur des raisons économiques, uniquement sur des raisons écologiques, uniquement parce que les clients le demandent, etc. En fait, c'est un mix de tout ça qui est plus ou moins pondéré en fonction des clients. Et donc, il faut que ça soit moins cher et qu'il y ait un autre argument à côté pour qu'ils se disent « Ok, je vais peut-être y croire ». Donc, après, il y a un vrai sujet sur le réemploi d'emballage, c'est qu'il y a certains cas où on ne va pas être moins cher que l'usage unique. Il y a quand même une réalité, c'est qu'aujourd'hui, l'usage unique est pas cher. Parce que c'est le modèle qu'on a adopté et qui fait que c'est... Dans beaucoup de cas, ça reste moins cher. Nous, on est très conscients de ça. Et il y a parfois des cas où on va dire on ne pourra jamais être moins cher que votre carton hyper fin à 10 centimes.
Et dans ce cas-là, voilà, on est très honnête et on dit dans ce cas-là, si c'est un blocage pour vous, on arrête tout de suite. Mais aujourd'hui, avec l'augmentation et des prix de matières premières et les REP qui vont arriver, qui vont taxer de plus en plus les emballages à usage unique, en fait, on va de plus en plus être économiquement intéressant. Mais la réalité est que voilà, c'est pas tout le temps le cas, malgré voilà, tout ce qu'on peut faire pour, ce ne sera pas toujours le cas. C'est souvent aussi parce que pour le jetable, c'est le client ou le restaurateur ou le fournisseur, il achète le réutilisable, le jetable, mais les déchets sont payés par les taxes ou bien par les villes. Et puis, ça, on ne peut pas compete avec du réutilisable parce que nous, on a tous les frais de tout le cercle. Et c'était compréhensible en français parce que c'est ça, c'est pas très juste. C'est des différentes caisses, des différents droits d'argent. Et puis ça, c'est aussi quelque chose qu'on doit régler, je trouve, dans le futur pour que ça soit vraiment, ça peut vraiment voler le réutilisable. Oui, c'est une très bonne remarque. C'est une particularité du B2C, mais qui amène une complexité. Alors c'est vrai que nous, les produits Corplex, c'est plus du B2B, donc je n'avais pas conscience de ça, mais c'est vrai que ça complexifie. Au niveau de notre côté, ce qu'on voit, il est certain que des industries qui ont l'habitude d'acheter du carton, je ne sais pas, chaque 2 mois, il y a une commande standard qui part. Et donc, il y a un budget en fait qui est prévu sur l'année. Chaque 2 mois, il y a ça. Et donc, de passer à un emballage qui sera plus cher une fois, je ne sais pas, une fois en 5 ans, mais forcément c'est un investissement. Et de ce fait, il peut y avoir plusieurs problématiques. C'est pas la même ligne de budget, oui, c'est une autre ligne, donc on ne peut pas passer. Donc ça demande un changement, encore une fois, chez les clients au niveau financier. C'est pas toujours la partie la plus flexible des industries. Donc il y a ça. Après, on peut proposer aussi des solutions en location, en pool, pour pouvoir malgré tout garder ce côté de paiement mensuel ou bimensuel afin de pouvoir aider les compagnies à répondre à cette problématique qui est réelle, cependant réutilisable. Alors ça dépend bien entendu versus quel produit on parle, mais il est fort probable qu'au bout d'un moment, à force de réutiliser, il y ait un retour sur investissement. À calculer bien sûr, est-ce qu'il sera en 6 mois, en 1 an, en 2 ans, et puis en fonction de la compagnie, il y aura des politiques qui accepteront certaines durées et d'autres non, mais on est là aussi pour accompagner les clients, pour comprendre ce qui se trame derrière et trouver des solutions. C'est effectivement des points intéressants qui sont soulevés ici, parce qu'aujourd'hui, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que la partie inflation qu'on entend de manière récurrente au niveau des différents créneaux et canaux d'information est une réalité. Et justement, effectivement, ce coût au départ, ça peut être un point bloquant. Ça peut être un point bloquant, j'imagine, pour l'investissement, lancer des investissements pour passer d'emballage perdu à l'emballage réutilisable. Alors bien sûr, il y a des choses qui sont mises en place par l'État. Je pense notamment à l'ADEME, qui met en place justement des aides pour financer à hauteur jusqu'à 55% de financement pour passer d'emballage jetable à de l'emballage réutilisable, notamment en France. Alors, sous certaines conditions, bien entendu, mais je vous laisserai faire les recherches pour voir ça. Après, un autre élément, effectivement, c'est peut-être les facilités de paiement dont vous parliez qui peuvent être une solution. Est-ce que c'est la solution à tout ? Je ne sais pas. Après, c'est vrai qu'objectivement, ça peut être un point de réflexion. Après, autrement, moi, je voulais revenir un petit peu d'un point de vue opérationnel. Alors, cette question, elle est plus adressée à Chou, à ma gauche, concernant tout ce qui est, on va dire, les challenges un petit peu logistiques et justement sur tout ce qui est... Alors, je parlais un peu plus tôt de la partie... ce qu'il faut comprendre, c'est que chacun d'entre nous, on fait partie d'un environnement, on est dans un écosystème. Chou, ici présente, elle fait... je la considère un petit peu comme les rouages qui font tourner l'ensemble de cet écosystème. Alors bien sûr, il faut encore quelques éléments dont nous faisons partie, mais elle fait tourner la partie reverse logistique notamment. Et moi, ça m'intéresse qu'elle nous partage un petit peu justement les principales choses sur lesquelles justement les points bloquants et la manière dont Pandobac notamment vient aider pour sublimer et régler ces problématiques-là.
C'est sûr que les deux challenges qu'on a, nous, principalement, trois, on va dire, mais purement opérationnels, c'est la reverse, parce que c'est une opération qu'on rajoute par rapport à l'usage unique et qui, aujourd'hui, reste encore quand même très cher. Parce que c'est pas, en tout cas en France, quelque chose de très courant. C'est-à-dire que les transporteurs avec qui on travaille, qui pour nous faire la reverse, en fait, eux ne considèrent pas qu'ils font une reverse, ils considèrent qu'ils transportent des marchandises d'un point A à un point B. Alors qu'en fait, ça ne devrait pas être vu comme ça. Ça devrait justement intégrer un système de dire on livre, on récupère des choses. Du coup, ça coûte très cher aujourd'hui. Donc ça, c'est un vrai sujet d'optimisation. C'est de pouvoir massifier, avoir énormément de volume pour diminuer les coûts de reverse. Travailler avec les transporteurs pour leur faire comprendre que justement, il faut qu'on travaille ensemble sur des offres dédiées à la reverse parce que de plus en plus, il va y avoir des sujets de reverse. Et l'autre sujet, j'en ai parlé, c'est d'optimiser le nombre de rotations pour maximiser en fait le nombre de réutilisations des contenants. Et c'est vraiment ces deux éléments qui sont les plus importants dans le coût en fait de la solution et sur lesquels on travaille beaucoup. Et du coup, les solutions pour la reverse, c'est ça, c'est ce que je dis, essayer de massifier, d'avoir le maximum de volume à un endroit, qu'on puisse récupérer des semi-remorques complets de caisses. Et c'est ça qui permet du coup de diminuer effectivement les coûts. Mais c'est un de nos plus gros coûts aujourd'hui, effectivement. Donc, on n'a pas réglé le sujet. Voilà, on n'a pas la réponse à ça. Un écho, la partie complexe qui est plus basée sur la conception et le développement justement de l'emballage en tant que tel, de l'emballage retournable. Et ça fait un petit peu écho, effectivement. Je te laisse en dire peut-être quelque chose. Par rapport justement à la conception, que ça s'accorde effectivement bien à la... Oui, je vois. Oui. Vis-à-vis du reverse, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on prend en compte. Quand vous envoyez des produits dans une boîte, il faut réfléchir au retour optimisé. Et donc, il est certain que c'est quelque chose qu'on prend en compte. Donc, nos boîtes, forcément, elles vont avoir la possibilité d'être renvoyées à plat de façon optimale afin de diminuer le coût du transport. Vous pourrez envoyer un camion plein d'énormément de packaging parce qu'ils seront tous à plat. Et aussi l'empreinte carbone, ça va avoir une influence énorme sur l'empreinte carbone. Donc c'est quelque chose aussi à prendre en compte dans le développement. Et on revient à l'éco-conception qui est pour moi très importante au début d'un projet. Alors chez nous, c'est très local. Donc ça bouge de A à B à C et puis on ne doit pas faire beaucoup de logistique de reverse. Mais s'il y a, parce que c'est des petites structures, plein de petites structures, on le fait par la poste. Ça marche toujours. On va s'arrêter ici. Merci encore de nous avoir accompagnés lors de cette discussion. Merci d'avoir pris le temps de nous avoir écoutés également. Et puis, je peux vous souhaiter à tous une très bonne continuation pour ce salon. Merci. Merci. Merci.